Ils ont ressorti leurs uniformes des placards et sont fin prêts pour la rentrée. Une rentrée vraiment très particulière pour ces petits Ougandais privés d'école depuis 83 semaines. Depuis que la pandémie de Covid a éclaté en mars 2020, l'Ouganda n'a jamais rouvert ses établissements scolaires. Autant dire que ce 10 janvier, reprendre le chemin de l'école est un immense soulagement pour les quelques 15 millions d'élèves que compte le pays et pour leurs parents. Nous avons passé 2 ans sans venir à l'école. Mais maintenant, je suis très heureux de voir les enfants revenir et retrouver leurs amis. Il leur manquait. Aucun pays n'a fermé ses écoles aussi longtemps que l'Ouganda. De nombreuses organisations de défense des droits des enfants déplorent le retard pris par tous ces élèves et s'inquiètent des risques accrus de travail forcé ou de mariage précoce. Ces 2 dernières années, seuls les plus privilégiés ont eu accès à des cours à distance. Pour les autres, il était donc vraiment urgent que les écoles rouvrent. Je suis contente parce que mes professeurs et mes études me manquaient. Sauf que tous les professeurs n'ont pas repris le chemin de l'école. Après un arrêt aussi prolongé, remettre la machine en marche ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des enseignants dans les écoles privées qui n'ont pas été payés du tout. Et d'autres ont peut-être même abandonné la profession. Alors maintenant, il faut combler ce fossé. Mais cela prendra du temps et nous aurons besoin d'une intervention sérieuse du gouvernement et d'autres bienfaiteurs. Pour l'instant, le gouvernement a juste promis de surveiller de près les très nombreux établissements privés pour s'assurer qu'ils ne réclament pas des droits d'inscription supérieurs à ceux pratiqués avant la fermeture. Mais pour nombre d'Ougandais, payer les mêmes frais de scolarité qu'avant la pandémie est déjà un défi, car depuis 2020, beaucoup n'ont pas ou peu travaillé et ont donc vu leurs revenus s'effondrer. Ils sont les descendants des premiers Sud-Africains, des premiers habitants de la pointe sud du continent, les Kwassans. Et ce site, bordé par une rivière dans la ville du Cap, a pour eux valeur de sanctuaire. Leurs ancêtres se sont battus ici contre les colons portugais puis néerlandais. Alors quand Amazon annonce en avril dernier qu'il va y installer son siège africain, c'est une levée de boucliers. Pas question de laisser le géant américain de la vente en ligne profaner leur terre sacrée. Un collectif s'est monté pour faire stopper par la justice ce projet qui prévoit la construction de 70 000 mètres carrés de bureaux. C'est le combat patrimonial le plus important que nous ayons en tant que Sud-Africains. En effet, si nous ne pouvons pas prendre position sur ce que nous considérons comme important dans nos vies et sur les principes pour lesquels nos ancêtres se sont toujours battus, ce sera moralement très difficile à accepter. Amazon se garde bien de communiquer sur le sujet, mais le promoteur a promis de construire un centre culturel géré par les communautés locales. Une victoire pour certains groupes autochtones. Le collectif des Premières Nations s'est ainsi rangé derrière le projet et ne comprend pas que d'autres s'entêtent à le combattre alors qu'il a été modifié pour honorer leur mémoire. Il y a une campagne pour défaire tout cela, et nous appelons ceux qui la mènent à ne pas le faire. C'est inutile. Venez plutôt vous asseoir avec le collectif des Premières Nations pour discuter de vos préoccupations. Le camp des Irréductibles accuse le promoteur de diviser pour mieux régner. D'autres ONG s'inquiètent aussi de l'impact environnemental d'un tel projet situé qui plus est en zone inondable. La ville, qui a donné son feu vert au lancement des travaux, met-elle en avant les 5000 emplois directs créés par ce projet. Un chiffre qui évidemment pèse lourd dans le débat alors que ces derniers mois, le chômage a atteint un nouveau record en Afrique du Sud à près de 35%. Dans le parc national des volcans, c'est l'heure du déjeuner pour Marambo. Ce gorille de montagne de 25 ans et sa nombreuse famille sont le symbole du succès des efforts déployés par le Rwanda pour défendre une espèce encore considérée il y a peu comme en danger critique d'extinction. Un succès tel que ces primates à la fourrure brillante, qu'on appelle les dos argentés, sont désormais un peu à l'étroit dans un parc qui a fortement rétréci sous l'effet de la pression démographique.
Ces 50-60 dernières années, le parc a perdu 54% de sa superficie. Et alors qu'un effort a été fait pour que la population des gorilles de montagne remonte jusqu'au nombre actuel, l'habitat, lui, n'a pas changé. Le massif des Virunga, à cheval sur le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo, ne comptait plus que 250 gorilles dans les années 80. Depuis, leur nombre a quadruplé, grâce à une sécurité renforcée pour lutter contre le braconnage, grâce aussi au tourisme généré par les dos argentés qui a fait changer le regard porté sur eux par les populations locales. Les gorilles ont en effet permis indirectement de financer la construction d'écoles et autres équipements. Mais la multiplication du nombre de ces primates a un gros revers. Les différentes familles habitant le parc s'y croisent en effet de plus en plus, ce qui déclenche de plus en plus de combats au cours desquels les bébés courent de grands risques. Nous avons enregistré la mort de 7 dos argentés. Il s'agit encore une fois d'une conséquence de l'augmentation du nombre de groupes vivant dans la même zone, sans s'éloigner et aller dans le reste du parc. Cela entraîne plus d'interactions entre les groupes et donc plus d'infanticides. Autre conséquence, les gorilles s'aventurent aujourd'hui dans les zones habitées à la recherche de nourriture. Or, ils sont vulnérables aux maladies humaines comme la grippe, la pneumonie ou même Ebola. Le Rwanda a donc décidé d'étendre massivement son parc. Notre objectif, au cours des 5 à 10 prochaines années, c'est d'agrandir le parc de 37 km², ce qui correspond à une augmentation de 23% de la superficie effective du parc. Cela veut dire restaurer la forêt, mais aussi reloger environ 4000 familles d'agriculteurs. Kigali leur promet des indemnisations et leur fait miroiter la construction de villages modèles. Mais certaines familles redoutent de ne pas retrouver de terrain aussi fertile qu'ici.